Alors, bon, l'avantage que j'ai, c'est que comme je travaille à la SNCF, j'ai pas besoin de vous faire la présentation d'entreprise. Par rapport à une PME, désolé, c'est un avantage concurrentiel. En revanche, je vais quand même vous présenter le périmètre de mon activité, parce que dans la SNCF est très vaste, hein, c'est les trains, c'est ce que tout le monde connaît, mais il y a les camions, il y a les bus. Moi, je suis dans la branche qui s'occupe de l'entretien des trains. Sur la photo à gauche, vous avez l'usine que j'ai l'honneur de diriger. C'est une usine qui est de taille très moyenne par rapport à tous les centres qui font la même chose que moi en France. Il y en a 39 comme moi. On est 400 personnes tout rond sur le site. L'équivalent de notre chiffre d'affaires, notre budget, c'est 70 millions d'euros par an. Étant donné qu'on est un espèce d'hôpital à train, chez nous, la durée de séjour, ça va de 45 minutes jusqu'à à peu près 5 jours. Et puis, on a des soins très simples qui durent quelques heures de main-d'œuvre, on va dire, jusqu'à des choses plus complexes, qui vont jusqu'à 1500 heures de main-d'œuvre engagée pour l'entretien, une grosse opération d'entretien sur un TGV. On entretient intégralement les TGV qui font Paris-Lyon et les TGV Ouigo, qui sont les TGV low cost de la SNCF, les trains bleu turquoise que vous connaissez peut-être. Et en plus de cette activité-là, on entretient des trains de manière conjointe avec nos collègues du centre de maintenance de Paris, qui naviguent sur tout l'axe TGV Sud-Est, c'est-à-dire qu'ils peuvent aller de Paris jusqu'à Perpignan, de Paris jusqu'à Nice, dans les Alpes, et également en Suisse. Alors, si je suis venu vous parler aujourd'hui, c'est pas pour vous raconter dans le menu tout ce qu'on fait comme opération de maintenance, avec qui on travaille, etc. C'est pour vous expliquer sur ce site ce qu'on cherche à faire. Et en fait, ce qu'on cherche à faire, finalement, c'est à réconcilier ou à concilier trois choses. Vous allez voir que c'est pas très révolutionnaire, mais c'est très important pour nous. La première, c'est de satisfaire les clients. On essaie de concilier ça avec une deuxième chose, qui est d'être performant, et d'être performant dans la durée, à nos bornes, et également pour l'entreprise en grand. Et la troisième chose qu'on cherche à faire et qui nous tient beaucoup à cœur, c'est le développement et la satisfaction de nos opérateurs, de nos agents. Alors, ces trois choses, on cherche à les concilier, mais pas n'importe comment. On cherche à les concilier comme ça. C'est-à-dire qu'on cherche la satisfaction des clients et d'être performant dans la durée par le développement et la satisfaction des opérateurs. Ce n'est pas trois choses qu'on prend complètement indépendamment, et puis en avant, on cherche à avancer un petit peu au petit bonheur la chance. Alors, ce que je vous propose, c'est peut-être que du coup, cette conciliation, cette réconciliation, on regarde un petit peu comment elle se passe, où elle en est. Alors d'abord, sur la satisfaction des clients. Pour nous, la satisfaction des clients, finalement, c'est quand même relativement simple. C'est 1, partir à l'heure. Vous ne direz pas le contraire, vous connaissez tous l'entreprise. 2, ne pas tomber en panne. Et 3, c'est encore mieux si le train est propre. Sachant que les deux premiers points, quand on regarde toutes les enquêtes clients, on voit une corrélation, mais alors à 99,9% entre la ponctualité de nos trains et le fait qu'ils arrivent à l'heure et la satisfaction des clients. Alors, je ne vous ai pas mis la courbe, mais c'est net de 9. Alors, est-ce qu'on s'améliore là-dessus? Est-ce qu'on réussit notre pari déjà aux bornes de mon activité? Alors, partir à l'heure, pour nous, ça veut dire mettre les trains à quai à l'heure. Je ne suis pas un simple garagiste qui fait des opérations d'entretien sur les trains. Je suis chargé de les mettre à quai à Perrache et à Pardieu. Si je ne les mets pas à quai à l'heure, il y a la célèbre phrase que vous connaissez tous, hein, en gare, difficulté de préparation du train, tout ça, c'est le début des ennuis. Sur ce graphique, ce qui est représenté, c'est quelque part le nombre de fois où les clients ont entendu ce message, soit à Perrache, plus souvent, soit à Pardieu. Donc vous voyez que c'est une courbe qui a pris une direction intéressante. Et en fait, en 5 ans, c'est une courbe qu'on a fait diminuer de 78%. J'ai inclus là-dedans la remontée, la légère remontée de la dernière année, on verra tout à l'heure pourquoi. Sur ne pas tomber en panne. Ne pas tomber en panne, chez nous, ça veut dire pas d'incident. On a un instrument de mesure qui s'appelle le taux d'incident sur les TGV, qui est représenté également sur ces courbes. Et les TGV rouges et bleus, ce sont les TGV Paris-Lyon et les TGV Ouigo. La courbe verte, c'est la moyenne des TGV classiques. Et vous voyez la direction depuis qu'on
depuis qu'on s'occupe de tout ça de manière, avec les méthodes qu'on va voir après, vous voyez la pente qu'a pris la courbe. Alors il y a eu un petit, pareil l'année dernière, une petite inflexion, ou en tout cas une stagnation, mais qui est allée de pair avec des augmentations assez fortes de parc. Au bilan, c'est moins 30% de trains qui tombent en panne sur notre périmètre de maintenance. Donc arrivé à ce stade, on a un client qui a un rictus. Je ne vais pas parler de la propreté, parce que la propreté, c'est encore un work in progress. Je n'ai pas de résultats mirobolants à vous montrer là-dessus. Alors si je regarde les courbes de satisfaction client, on a des résultats qui pourraient paraître flatteurs, parce que on a notamment mis du nettoyage en circulation sur les trains qui font Paris-Lyon. Il y a du nettoyage en circulation sur les trains Ouigo. Donc la satisfaction client, elle s'est spectaculairement redressée, mais ce n'est pas le reflet de l'état des trains qui sortent de chez moi. En tout cas, je considère que ce n'est pas suffisamment l'état des trains qui sortent de chez moi. Donc ça reste un point de douleur sur lequel, en tout cas pour le travail qu'on fait chez moi, ça reste un point de douleur. On verra ensuite qu'on travaille dessus, mais pour l'instant, ça reste un point difficile. Donc, comme je disais à l'instant, arrivé à ce point, on commence à avoir le client qui sourit un peu plus. Sur la performance dans la durée. La performance dans la durée, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, mieux utiliser notre capital pour maîtriser davantage nos investissements. Vous avez peut-être vu récemment dans la presse, il a été question, notamment dans la presse économique, de la stratégie de Voyage SNCF, et la présidente de Voyage SNCF, la directrice de Voyage SNCF est très claire là-dessus. On a un sujet de modèle économique sur les TGV. Il y a tout un tas de raisons, notamment les péages qui ont pas mal augmenté ces dernières années. En tout état de cause aujourd'hui, on ne finance pas avec la marge qu'on fait les investissements qui vont être nécessaires pour continuer l'activité, notamment pour racheter des TGV quand ceux qu'on a vont devoir être remplacés. Donc on a un vrai challenge là-dessus, de mieux utiliser notre capital pour avoir besoin de moins investir. Et deuxièmement, on a parlé des investissements, il faut parler des coûts de fonctionnement, réduire les coûts de fonctionnement. Alors, comment ça se traduit au Technicentre? Faire plus rouler les TGV, pour moi, ça veut dire moins les immobiliser. Chaque fois que j'immobilise un TGV, il ne roule pas, et c'est un TGV qu'on paye pour faire de l'entretien. En semaine, j'en arrête en moyenne 9 en permanence. Donc le challenge pour moi, c'est de faire plus d'heures d'entretien chaque journée de rame que j'immobilise. C'est ce qui est représenté sur cette courbe. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que sur les 2 dernières années, en fait, c'est 2 rames TGV qu'on a économisé, 2 rames TGV en moins qu'on immobilise pour faire la même charge de travail. C'est pas négligeable, une rame TGV, ça coûte 28 millions d'euros quand on doit réinvestir. Donc c'est pas une économie nette qu'on fait tout de suite. Par contre, dans l'avenir, c'est un investissement qu'on n'aura pas besoin de faire pour pouvoir continuer à faire exactement le même plan de transport. Sur la réduction des coûts, on a attaqué un sujet qui est très important pour nous, c'est le sujet des stocks de pièces détachées. On fait de l'entretien, la moitié de mon budget, un tout petit peu moins de la moitié de mon budget, ce sont des pièces détachées. Je vous ai représenté sur ce graphique, les 12 derniers mois, l'évolution de mon stock sur consommation. Donc vous voyez qu'on a commencé à s'en occuper relativement récemment de ça. C'est à peu près il y a 6-7 mois. Et vous voyez la pente qu'a pris la courbe. En synthèse, c'est 1 million d'euros de pièces détachées qu'on a sorties des stocks. Soit qu'on a remis à disposition du stock national, ce qui fait qu'ils n'ont pas besoin de réapprovisionner et ils peuvent les mettre à disposition des autres, soit des pièces qu'on a jetées, parce que pour certaines, elles étaient obsolètes. Donc arrivé à ce stade, on voit que on a un client qui commence à sourire, et puis si on continue à travailler comme ça, on va pouvoir aller vers un peu plus de performance, et puis en tout cas faire un peu plus de pérennité dans la performance. Alors la question c'est, il y a plein de façons de faire ça. La plus naturelle, c'est ça. On se met derrière, on prend le porte-voix. Il y en a une autre, quand ça on ne sait pas le faire, qui est un peu plus ésotérique, c'est d'essayer de voir l'avenir et puis de s'adapter de manière un petit peu hasardeuse. Nous en tout cas, ce qu'on a choisi, c'est de faire appel à un outil révolutionnaire
qui date des années 40, qui s'appelle le TPS, le Toyota Production System. Et on a décidé de se servir de ça pour créer un système d'apprentissage dans le courant du travail. Puisque le TPS, au final, c'est ça, c'est un système d'apprentissage dans le travail, c'est un certain nombre de questions qui nous sont posées et qui nous permettent de développer nos compétences, les compétences des opérateurs dans le travail. Alors, concrètement, comment ça se traduit ? Concrètement, en fait, déjà, pour poser des questions, il nous faut un certain nombre d'outils, puis mettre les choses au mur, les rendre visuels. Donc vous avez là un exemple, par exemple, de système Andon sur le départ des TGV. Donc la question que nous pose cet outil, c'est les TGV partent-ils à l'heure ? Je vous ai à chaque fois mis un peu en bas de ce qu'on utilise. Quelle est la partie du TPS qui nous pose la question ? Donc ici on est dans la partie Andon. Autre outil qu'on utilise pour ça, c'est les départs qui tirent les jalons. Ce sont les départs de train chez nous qui tirent les jalons de production. Donc la question qu'on se pose avec cet outil, c'est les jalons, est-ce qu'ils tiennent, les jalons intermédiaires, avant le départ du train? Autre question qu'on se pose, cette fois sur la partie juste à temps, c'est le plan de production prévu a-t-il tenu? Donc tous les jours, avec l'équipe de direction, on se met devant ce tableau fort moderne pour se poser la question de savoir si le plan de production de maintenance qui a été prévu la veille a tenu. Vous voyez qu'à droite, il y a des commentaires. Les commentaires, ce sont les problèmes. Les cailloux qui viennent dans la chaussure, les grains de sable, les problèmes. Également, tous les jours, on se pose la question, alors moins bien que pour le sujet du plan de production que je viens de vous montrer, ça c'est un truc qui marche encore pas complètement bien, mais nos TGV nous parlent. Ils nous disent un certain nombre de choses. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Tous les jours, on essaie d'écouter, d'interpréter ce que nous raconte nos trains. Ils nous parlent de plein de façons. Hein. Il y a les conducteurs qui nous envoient des modules sur des carnets de bord. Il y a les trains qui télétransmettent un certain nombre de défauts à distance. Il n'y a pas le choix, on va voir. Alors, vous voyez, ça c'est une partie de l'équipe d'encadrement avec qui je travaille. On va voir directement sur les trains les problèmes. Ça peut être les problèmes qu'on a vus à droite dans les sujets de temps de traversée. Ça peut être des choses que les trains nous ont dit puis qui restent un peu énigmatiques qu'on va aller voir sur le terrain. On va voir. Une fois qu'on allait voir, on réfléchit. Alors c'est pas toujours évident. Hein. Vous voyez que on a les visages fermés et tendus. Donc la réflexion est dure, mais en tout cas, une fois qu'on est allé voir, on réfléchit ensemble. Et quand on réfléchit en général, on finit par apprendre des choses. Alors tout ça, ça se fait pas n'importe comment. Pour réfléchir, pour apprendre, on a des outils également. Et ces outils, ce sont à nouveau des outils fort modernes, qui sont des tableaux Velleda. Alors ici, ce qui vous est présenté, c'est ce qui figure dans toutes les équipes. C'est un tableau de problem solving quotidien classique qui figure à peu près dans toutes nos équipes. Et ce qu'on cherche à faire avec ça, c'est à comprendre pourquoi ça s'est pas passé comme d'habitude. Alors le sujet, c'est pas de prendre tous les problèmes qui sont pas passés comme d'habitude, de tous les traiter au travers de ce tableau et de faire une grande liste dessus. Non, le sujet, c'est que c'est pas un outil de résolution de problème, en fait, malgré le titre, c'est un outil de développement des gens. Donc chaque jour, ils vont prendre un sujet qui s'est pas passé comme d'habitude, avec leur manager, et puis ils vont chercher à comprendre, déjà, où est le standard? C'est quoi le standard? C'est quoi qui s'est pas passé comme ça aurait dû se passer? Et deux, pourquoi ça s'est pas passé comme d'habitude? Quelles sont les conditions du jour qui ont fait que ça s'est pas passé comme d'habitude? Est-ce que c'est un problème de formation standard, un problème de standard qu'il faut adapter, ou autre? Le deuxième outil qu'on utilise directement dans les équipes au plus près des agences, c'est le tableau de Kaizen en 6 points, qu'on appelle chez nous amélioration de la performance, et qui vise à ce que l'équipe aille plus loin dans la connaissance de son travail. Donc là, pas forcément de questions de dynamique ou de rythme, ça on le cherche avec le problem solving. Ici, ce qu'on cherche à faire, c'est vraiment aller en profondeur dans la compréhension du travail sur un sujet le plus précis possible. Et ça peut prendre 1 mois et demi, 2 mois, 2 mois et demi. En tout cas, toutes les équipes ont en cours un Kaizen. Évidemment, pour l'équipe de direction, c'est la même, j'aurais tendance à dire la même punition, sauf que ça se fait sous forme d'A3, et que dans le choix des sujets, on cherche beaucoup à faire travailler l'équipe de direction sur des sujets qui sont des sujets en interface, pour vraiment développer la capacité à travailler ensemble, parce que c'est à ce niveau-là, finalement, qu'on casse les tuyaux. Au niveau des équipes, évidemment, on utilise également
le 5S, mais à nouveau le 5S comme un outil de réflexion, comme un outil d'apprentissage, pas comme un outil d'ordonnancement des tournevis dans l'atelier. On travaille également parfois en salle, donc là c'est un peu particulier, je l'ai mis parce qu'on est en train d'essayer de comprendre ce que ça veut dire pour nous travailler au takt time. Donc pour l'instant ça se fait par un espèce de dojo sur le takt time, où on essaie de comprendre ce que ça veut dire pour nous. Pour l'instant on n'a pas encore complètement trouvé la réponse, on verra les enseignements qu'on en a tirés au niveau où on en est juste après, parce que une fois qu'on a réfléchi, qu'on a appris, il est temps de changer et de tirer les enseignements des phases précédentes. Changer au niveau des équipes, c'est des résultats de Kaizen, c'est des résultats de problem solving. Je vous en ai mis tout un tas d'exemples sur cette image. Vous voyez que ce ne sont pas des choses spectaculaires, ce n'est pas des choses qui nécessitent des investissements. C'est des choses qui parfois sont faites avec des bouts de bois ou des morceaux de métal, mais c'est diablement efficace. Enfin, je peux prendre un exemple, c'est par exemple cette bande en plastique, parce que c'est vraiment un exemple emblématique, qui est l'invention d'un outil pour contrôler les attelages de TGV, qui sont rien d'autre qu'un empilage de disques en métal et de disques en caoutchouc. Et ce disque permet de s'assurer de la géométrie de l'attelage. Avant, c'était fait avec un outil qui était moins précis, qui passait pas forcément sur tous les attelages pour des questions de disposition, de construction sur les rames. Et puis en fait, du coup, ce qui se passait, c'est que dès le moindre doute, on déposait. Avec cet outil-là, qui doit coûter à peu près 15 ou 20 euros, on a économisé un nombre de déposes d'attelage qui est très important. Alors on ne change pas que au niveau des équipes par des travaux sur ce genre d'outillage, on change aussi nous nos façons de faire dans le management, quelque part nos procédures. Ce que je vous ai mis sur ce slide, c'est ce qu'on a changé dans la façon de former les agents. Avant, on avait une façon de former qui était très top-down, en salle, avec des slides. On a développé un programme de dojo depuis maintenant 1 an et demi. Alors il y a 1 an, on va en avoir l'embryon d'un deuxième. Aujourd'hui, on en a 11 qui sont actifs. Et donc vous avez ici l'exemple d'un certain nombre de dojos qu'on a développés. Par exemple, ce dojo-là, c'est un dojo qui permet de s'entraîner à l'utilisation d'un appareil assez complexe de test des freins des TGV. Et c'est quelque chose qu'on a décidé de mettre en place, que le manager a décidé de mettre en place, suite à des tournées terrain et suite à des problèmes de lead time. On a constaté que certaines visites duraient beaucoup plus longtemps, percutaient le lead time qui avait été prévu, parce qu'on avait des problèmes de maîtrise de l'outil, et surtout des problèmes de maîtrise de l'outil dans des situations particulières. Donc ce dojo permet de venir se brancher sur un panneau de frein dans l'atelier sans avoir besoin d'immobiliser une rame pour former les gens. On a vu tout à l'heure que les rames, on voulait éviter de les immobiliser pour rien. Et permet aux gens de se mettre dans tout un tas de situations en étant confort, sans avoir quelque pression que ce soit du départ de la rame ou quoi, et de s'entraîner à tout un tas de situations et aux subtilités de l'appareil. En termes de 5S, toutes sortes de choses assez classiques qui sont faites dans les équipes, où ce qui est développé est vraiment développé pour faciliter le boulot et connecter avec le travail. Ce qu'on voit ici, qui est pris sur cette étagère-là, c'est un 5S qui a été fait pour préparer les interventions sur RAM, pour qu'on parte de l'équipe avec ce qu'il faut pour travailler sur la RAM et juste ce qu'il faut pour travailler sur la RAM. Sur ces opérations-là, avant, on avait déjà des agents qui partaient avec toute leur caisse à outils personnelle, avec un volume d'outils incroyable, et puis quand on regardait vraiment le job attentivement, on voyait qu'ils passaient beaucoup de temps à chercher leurs outils, beaucoup de points de frottement sur trouver la bonne clé, on prend la 16 au lieu de la 17, la 18 au lieu de la 17, et ils se sont lancés dans des chantiers pour qu'il n'y ait plus trop de doutes là-dessus, puis qu'on n'ait plus à s'encombrer la tête à chercher ces outils, qu'on puisse se concentrer sur la qualité de ce qu'on est en train de faire. On a également changé nos procédures, nous, équipe de direction, sur la manière de gérer la logistique. Je vous en ai parlé un peu tout à l'heure sur le 1 million d'euros de stock qu'on a économisé. Vous avez ici un des grands coupables de ce 1 million d'euros. On avait donc un robot de stockage de 1008 emplacements de palettes très exactement,
et donc on s'en est occupé, on est en train de le démonter. Alors qu'il est, donc vous l'avez là à gauche il y a quelques mois avec encore pas mal de palettes dedans. Ça c'est une photo que j'ai prise la semaine dernière. Le démontage commence lundi. Puis là vous avez une photo avant-après d'une tour Cardex. Donc avant elle est pleine, après elle est vide. Voilà. On voit bien la différence. C'est juste pour montrer un peu l'intérêt de se débarrasser de ce genre de truc, parce que quand on veut faire du management visuel, ben voilà, avant-après c'est la même chose. Donc celle-là c'est pareil. Hein, on en a une deuxième qui elle est dans le stade de gauche, avant. Celle que je vous montre là, elle est vide. Et c'est pareil, on va la démonter, celle-là on a trouvé preneur. Donc tant mieux, on va pouvoir la vendre. Alors tout ça, ça s'est pas fait n'importe comment, ça s'est fait parce qu'on a commencé à essayer de mettre en place un petit train logistique. Alors, j'anticipe les sarcasmes. J'anticipe les sarcasmes. Un petit train logistique à la SNCF, boum. Quelle performance. Bon. Donc ce petit train, ben, il est pas complètement régulier. On se refait pas. Il n'est pas très très fréquent encore, il circule que 3 fois par jour. Mais il nous a déjà permis d'apprendre quand même pas mal de choses. Et puis de commencer à se séparer de tout un tas de choses qui nous polluent la tête. Hein. Vous voyez en face ce qu'on appelle nous des stocks chariots. Vous voyez l'état des goupilles, hein, elles sont pas de première jeunesse, hein, elles sont quand même bien patinées. Qu'on remplace par du coup simplement des étagères Kanban qu'on livre avec la bonne quantité. Il n'était pas rare d'avoir des vis livrées dans ces quantités-là, hein, puisqu'on mettait dans les boîtes des chariots l'unité de livraison qui nous était livrée par le fournisseur, donc souvent c'est des sachets de 100, 200, 300 vis. Quand on passe en commande, puis que la logistique discute avec la production, ce qui est un point très important du petit train, on en arrive parfois à livrer certaines vis par 2. Voilà. Alors on les pèse, hein, on ne leur fait pas compter, hein, parce que là vous voyez sur le camion il y en a 40, on ne leur fait pas compter 40 vis. Voilà, donc ça c'est vraiment des grands sujets qu'on a en ce moment. On n'a pas encore fini, hein. Parce que comme d'aucuns le disent, tant que le petit train ne circulera pas toutes les heures, on n'aura rien appris. Donc on a encore du boulot. Sur le sujet du tactile, que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas encore bien compris ce que ça voulait dire le tactile pour la maintenance des trains. Par contre, le fait qu'on fasse ce dojo avec les encadrants, ça nous a ramené à une réalité, c'est que avant de vouloir viser la ligne du tactile, il fallait peut-être déjà qu'on stabilise un peu notre planification et puis qu'on se crée quelques routines. Donc on a commencé par restabiliser des routines sur les trains Ouigo. Je vous ai dit tout à l'heure que notre parc Ouigo l'avait doublé, on est passé de 4 à 8 rames. On avait des routines assez efficaces sur les 4 rames, puis quand on est passé à 8 rames, tout ça s'est un peu perdu. On a commencé à mélanger un peu, régulièrement en opérationnel, faire des changements. Donc on est revenu à nos routines, et on est également en train de travailler le même genre de routine de maintenance pour les rames du parc Paris-Lyon. Et on gage qu'en stabilisant déjà les routines de maintenance de ces 27 rames, on va pouvoir petit à petit tendre vers quelque chose de plus régulier. Dernier point que je voulais vous montrer, dernier exemple que je voulais vous montrer sur nos changements de procédure, puisque ça concerne le nettoyage sur lequel je vous ai dit qu'on était encore en douleur. Sur le nettoyage, c'est très particulier parce que c'est une prestation qu'on sous-traite. On sous-traite à une entreprise de nettoyage. Donc on garde le personnel qui est attaché au chantier, et puis chaque fois qu'on renouvelle un contrat, il y a un nouveau prestataire qui prend le contrat, qui prend les opérateurs, et puis qui assure la mission. C'est un sujet sur lequel on s'est beaucoup cassé les dents. On a commencé par matraquer de pénalités, on avait des relations déplorables avec le prestataire, ensuite on a été gentil mais bêtement, enfin bref, on est passé un peu par toutes les phases, et puis travaillant, écoutant les conseils du TPS quelque part, on s'est dit, on va essayer de coopérer avec eux. On va voir ce que ça donne, on n'a pas encore essayé. Et on a commencé par 2 choses. Des tournées terrain entre le PDG de l'entreprise de nettoyage et moi-même, qui se font à peu près 4-5 fois par an. Très intéressant. Et 2, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que ces opérateurs, en fait, on s'est rendu compte, à force d'aller voir, finalement, ils n'avaient pas forcément de référence commune sur ce que c'était un train propre, un train pas propre. Et que 2, étant attachés à un site avec quelque part une hiérarchie qui change tous les 3-4 ans, l'investissement sur eux, c'est-à-dire le développement, la formation, avait été vraiment limité au minimum. Donc on a décidé, avec le prestataire, de monter un système de dojo, comme on a fait pour nous, pour nos opérateurs.
Et on a monté un dojo dans lequel il y a 5 items qu'on a choisis nous avec eux. On a construit ensuite les ateliers, puis c'est le prestataire qui dispense les formations. Ce qui a été hyper intéressant aussi là-dedans, c'est qu'en construisant les formations, on s'est rendu compte que certains standards, bref, je passe les détails, ils n'étaient pas bons. Donc on est en train d'apprendre finalement là depuis l'année dernière, ça fait qu'un an qu'on fait ça, on est en train d'apprendre à travailler avec notre sous-traitant, c'est pour ça que je vous dis pour l'instant, on sent que la relation a complètement changé, on travaille très différemment avec eux de ce qu'on pouvait travailler par le passé, c'est beaucoup moins tendu. Par contre pour l'instant on ne voit pas de résultats sur vraiment le rendu qu'on peut avoir chez nous, mais c'est un travail je pense de longue haleine. Bon bah voilà, puis une fois qu'on a fait ça, on recommence, hein. On reprend le TPS, on se repose des questions, on mesure, on va voir, on réfléchit, on apprend, on change. À tout ça, tout de même, un carburant, c'est l'engagement de l'entreprise et l'engagement de la direction. Parce que le moteur tourne, mais dès qu'on met plus d'essence dedans, il s'arrête de tourner. Je testais pour vous. Ne perdez pas de temps. C'est avec ça. Donc voilà. Engagement de l'entreprise, parce que SNCF a une démarche d'excellence opérationnelle qui est très dynamique, qui fait vraiment partie de l'ADN que les gens veulent mettre, que les dirigeants veulent mettre aujourd'hui dans l'entreprise. Il y a énormément d'investissement qui est fait sur la formation des managers, sur la formation des opérateurs, un énorme investissement qui est fait sur la fourniture d'outils pour qu'on puisse ensuite travailler correctement dans nos centres. Et puis l'engagement de la direction, là je vous ai mis l'exemple, alors il n'y a pas complètement tout, mais c'est l'exemple de nos pratiques. Hein. Je vous ai dit que, par exemple, tous les jours on s'intéressait au tableau Velleda là, des temps de traversée. Donc c'est le matin de 8h à 9h, alors il y a 20 minutes où on regarde le tableau, et puis ensuite 40 minutes où on va sur le terrain voir 1, 2 ou 3 des problèmes qui étaient en rouge dans la colonne de droite. De 9h30 à 10h tous les jours, je vois avec le dirigeant de l'équipe et puis son chef, je vois une équipe sur ces tableaux Kaizen, où on discute de ce qui est sur le tableau, du problem solving et des Kaizen. Tous les lundis, c'est le mauvais jour, mais pour l'équipe de direction, c'est la présentation d'un A3. Alors qui est pareil, qui est encore un sujet qui est pas facile parce que là, je fais pas assez de coaching avant ces séances-là, donc c'est pas encore des A3 du niveau qu'on attendrait. Mais en tout cas, petit à petit, on essaie de progresser. Tous les lundis, visite d'un ou deux chantiers 5S. Et puis tous les jours, en début d'après-midi, on écoute un peu les rames. Voilà à peu près les grandes routines qu'on utilise. Et puis il y en a petit à petit qui se greffent, qui sont des mailles plus longues. Par exemple, les tournées terrain avec le PDG d'entreprise de nettoyage. On est en train de commencer à travailler également avec les gens qui entretiennent les installations. Bon, après, en vrac, quelques points qui me paraissent importants par rapport à cet engagement, hein, c'est vraiment moi je pense que s'il y a un truc qui est très important, c'est d'aller voir tous les jours en vrai sur le terrain. C'est ce que nous maintenant on arrive à faire. D'écouter, de questionner, soutenir l'apprentissage de chacun en s'intéressant à chaque fois aux pratiques, à ce que les gens font. De tirer les enseignements de ce que les équipes apprennent. Hein. Donc les équipes nous apprennent des choses quand on va voir leur problem solving ou quand ils sont en retard ou quoi. Et bien nous d'en tirer les enseignements, par exemple, pour changer notre façon de former les gens et développer des dojos. Et puis surtout, persévérer, parce que il y a des moments où ça recule, il y a des moments où ça avance moins vite, il y a des moments où ça avance pas. Donc il faut surtout continuer. Bon, une présentation ne serait pas une présentation si je schématisais pas à la fin en synthèse ce que je vous ai dit, donc je l'ai fait, ce sera à disposition. Et puis je voudrais juste finir sur une chose, c'est qu'on a dit que donc on voulait obtenir le sourire du client et la performance dans la durée de l'entreprise par la satisfaction et le développement des agents. Vous avez là la courbe d'évolution de l'engagement du personnel sur le site. Voilà, c'est 14% d'amélioration du taux d'engagement en 3 ans. Donc je pense que également sur ce point-là, on est sur la bonne voie, même si rien n'est jamais gagné, et par rapport à ces sujets humains, il faut rester très humble. Je vous remercie, et puis si vous avez des questions, je suis prêt à vous répondre. Bonjour, Christian Poison, Société XCV. J'ai une question, il y a plusieurs technicentres SNCF en France. Est-ce que vous appliquez les mêmes démarches? Et si oui, comment vous partagez entre les différents technicentres les points bloquants, les évolutions?
Bah, c'est une bonne question. On a effectivement des standards de management, hein, tout ce qui est réunion 5 minutes, résolution de problèmes, tournée terrain, 5S, etc. Ce sont des standards de management sur lesquels il y a un certain nombre de choses qui ont été faites pour nous aider, sur lesquelles on est formé. Et puis ensuite, les outils c'est une chose, l'intention en est une autre. Donc voilà, après, tout dépend du dynamisme avec lequel on s'occupe de tout ça, on le fait, et l'intention avec laquelle on le fait. Donc je mentirais si je disais que partout on fonctionne de cette façon-là. Il y a des façons qui sont tous aussi bonnes de fonctionner ailleurs, qui sont différentes. Mais en tout cas, les fondements et puis les outils qui sont derrière sont effectivement les mêmes partout. Bonjour, Kamal Leïsaoui, Société Ridel. Je voulais savoir comment sont impliquées les organisations syndicales et les partenaires sociaux à travers la démarche de transformation à la SNCF. Je suis le seul à avoir lu la question du coup sur les syndicats ou... Non. Non. Ah, ça me rassure. Parce que en tout cas, moi, je l'ai toujours. Non, mais c'est une bonne question. En fait, les représentants du personnel sont des agents comme les autres. Donc, ils sont impliqués comme les autres dans les chantiers d'amélioration, dans le problem solving, dans les kaizen qu'on peut faire sur le terrain. Et en fait, finalement, la réponse que je ferais, c'est que on ne discute pas forcément du système ou quoi que ce soit avec les organisations syndicales, de si on fait du lean, pas du lean ou quoi que ce soit. On s'occupe des sujets, on s'occupe des problèmes. Donc voilà, ils sont dans leur rôle, ils posent des questions, on tâche de s'en occuper, on essaye d'avoir un coup d'avance et de s'occuper des problèmes avant qu'ils sortent dans les instances, parce que quand ça sort dans une instance, un problème, il a peut-être duré trop longtemps, quoi. Donc c'est plutôt comme ça qu'on aborde le sujet. Oui, bonjour, Guillaume Allemand. Donc j'ai une petite question sur le beau chiffre que je vois là, 14%. Comment vous mesurez le taux d'engagement? Alors c'est mesuré par une enquête annuelle qui est faite par un prestataire extérieur qui est tous les ans la même, basée sur des questions, sur une 35 questions. Dans les 35 questions, il y a 6 leviers de satisfaction qui sont mesurés. Et puis 6 questions qui mesurent vraiment l'engagement. Donc voilà. Allez-y, hein, si vous voulez des détails, je peux peut-être vous les donner. Je ne savais pas s'il y avait un lien avec le taux d'absentéisme. Non, c'est vraiment un questionnaire. Avec Sophie, une action majeure, c'est la réduction des stocks et la suppression du constructeur et du magasin. Le déclic est venu de quoi? Est-ce que vous incitez à faire ça? Est-ce que c'est venu d'observation de problème ou c'est une stratégie? C'est venu de... C'est venu de quoi? C'est une bonne question. Non, mais c'est un sujet qui est assez classique, assez récurrent, je pense, dans les entreprises industrielles, ces sujets de stock qui stagne, etc. Enfin, c'est venu d'un certain désordre dans notre capacité à trouver les pièces, dans des pièces qu'on cherche qui sont dans le système informatique et puis qu'on trouve pas en stock. Inversement, dans des pièces qui sont pas dans le stock informatique et qu'on trouve dans le stock. De pièces qu'on trouve 3 jours après en avoir eu besoin pour réparer un train. Enfin, voilà. Donc on a décidé de mettre un peu d'ordre là-dedans et puis on a commencé par ça, par rendre visible. Vous avez commencé à mettre en place des stocks morts visibles, non? Pardon? Vous avez mis des stocks morts visibles? En fait, c'était assez compliqué pour des questions. Vous avez vu le volume du stock. Alors, il n'était pas totalement mort, hein, le stock qui était dans le transstocker, faut pas exagérer quand même. Mais ce qu'on faisait, c'est que tous les jours, l'équipe logistique sortait 1 ou 2 palettes. Et puis se poser la question de savoir c'est quoi, ça sert à quoi, aller voir la production s'il y avait des questions à poser à la production ou tirer tout de suite ses conclusions si elle pouvait tirer les conclusions toute seule, quoi. Donc oui, c'était des revues de palettes périodiques mais qui se faisaient 1 ou 2 palettes par jour, parfois pendant 3 jours il n'y en avait pas parce qu'ils étaient en train de faire autre chose, enfin c'était assez organique, quoi. Bonjour, Julien Caro, La Poste. Donc merci pour votre présentation qui fait écho à ce que nous faisons aussi à La Poste. Ma question c'est depuis combien de temps vous avez installé ces démarches
Et comment vous avez embarqué vos managers de proximité? Alors, la démarche d'excellence opérationnelle dans le domaine de la maintenance des trains, elle a un tout petit peu plus de 5 ans et demi. Je ne vous cache pas que les à peu près 3 premières années, ça a plutôt été des années de douleur que des années de progrès. Vous voyez qu'il y a des sujets qui ont commencé à évoluer, mais plutôt il y a 2-3 ans qu'avant. Ceci dit, ça a été des étapes importantes pour progresser, se tromper sur tout un tas de choses. Et puis après, pour emmener le management, notamment le management de première ligne, le sujet, c'est de s'en occuper, c'est d'aller sur le terrain, voir ce qu'ils font. Un point très important, c'est tous les jours, ce petit rituel qui consiste à aller voir le problem solving et le kaizen d'une équipe, et puis de s'en occuper, de les aider. Par contre, dès que vous arrêtez ou vous vous intéressez, c'est rien, au début, surtout pendant les périodes, au début c'était pas planifié, les séances de visite d'équipe, je les avais pas planifiées, je pensais naïvement que j'arriverais à les faire sans les planifier. Et en fait, quand vous vous rendez compte que du coup il y a des périodes entières sans vous en rendre compte, vous le faites pas, puis quand vous y retournez, c'est fini quoi, c'est stop, c'est arrêté. Parce que les personnes font ça, si elles voient que ça vous intéresse pas, elles font autre chose. Moi c'est pareil.